tout est clair pour montrer que l'OUA, avec des événements, en tout cas clés que je viens de rappeler dès la première décennie après sa création, montrait que l'OUA avait complètement échoué. On n'aurait pas dû attendre jusqu'en 2002 pour remettre en cause, en tout cas, l'intérêt de l'OUA sur le continent africain. Mais parmi les reproches que l'on peut faire aussi à l'OUA, en tout cas l'un des reproches les plus importants, c'est de considérer que cette organisation a fait croire aux Africains qu'elle pouvait en tout cas contenir des dictatures, puisqu'elle a laissé fleurir sur le continent des dictatures qui ont fait 20 ans, 30 ans, exposant ainsi les populations aux affres, non seulement de la répression, mais aussi des guerres inutiles. Les peuples africains ont été soumis à des régimes criminels durant des décennies, alors qu'un État fédéral, avec une défense commune, n'aurait pas permis à ce qu'un simple soldat dans un territoire puisse lever une armée, puis faire un coup d'État. Et en 2002, en Afrique du Sud, on a signé l'acte de décès de l'OUA tout en créant à ce moment-là l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine a corrigé les défauts et les erreurs de l'OUA? Bien évidemment, non. On peut rappeler quelques événements graves, très importants. Par exemple, la Côte d'Ivoire en 2010, avec le bombardement d'un chef d'État en avril 2011, donc Laurent Gbagbo, l'UA était complètement absente. On a laissé la France et ses alliés internationaux carrément mettre à nu un régime africain, quoi qu'on pouvait lui reprocher un certain nombre de choses, mais la façon dont ça a été fait était complètement une façon de dire que vous n'avez pas de souveraineté. On a vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Mali par la suite. Donc l'UA aujourd'hui n'a pas du tout corrigé les défauts de l'OUA. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs de TLR TV. Je suis Enda Diogène Seni. Je vais vous présenter votre désormais émission qui s'intitule Umoja ni Nguvu, qui veut dire l'union fait la force. On peut dire aussi solution panafricaniste. Cette émission donc sera intitulée pour aujourd'hui, le thème qui sera donc développé. Il s'agit donc de l'OUA ou l'illusion de la victoire du panafricanisme. Nous allons l'aborder en plusieurs parties. Nous allons commencer d'abord par rappeler un peu les conditions historiques de la création de l'OUA. Nous parlerons aussi des événements clés qui ont jalonné l'OUA, ces événements qui pourtant auraient dû nous montrer un certain nombre d'informations. Nous parlerons ensuite de la transformation de l'OUA à l'UA. Et ensuite, nous verrons en tant que parti politique panafricaniste œuvrant ici à Brazzaville, au Congo, sur le terrain, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette extraordinaire histoire de l'OUA. Il faut noter, mesdames et messieurs, que de 1963 à 2022, l'OUA aurait eu 59 ans précisément si elle n'avait pas été dissoute en 2002 au profit de l'Union africaine. En tout et pour tout, cette organisation aura rythmé la diplomatie africaine, disons interafricaine, pendant 40 ans, donc 39 ans précisément, puisque c'est en 2002 qu'elle a été donc dissoute. De la décolonisation jusqu'à la fin du conflit Est-Ouest, cette organisation a suscité beaucoup d'espoir, sans doute à tort. Peut-être il faut revenir sur les conditions historiques de sa création. Il faut juste rappeler qu'un certain discours, souvent occidental, repris hélas par une élite africaine, une certaine élite africaine, accrédite l'idée que le drame africain, en tout cas l'un des facteurs du drame africain, serait le fait que les Africains ne sont pas ou n'ont pas de tradition étatique, ou disons même unificatrice. Et donc, conséquence logique des tribus éparses, sans lien culturel, ce qui donc explique en particulier les échecs successifs qui sont donc connus sur le continent africain. Il faut juste rappeler que berceau de l'humanité, les scientifiques africains ont, par leurs travaux, montré que l'Afrique avait largement, dans son histoire, tout le long de son histoire,
des traditions unificatrices, des traditions étatiques. On peut s'en rappeler en prenant exemple sur, par exemple, l'Antiquité soudano-égyptienne, avec le roi Narmer, qui a fait l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte pour pouvoir optimiser l'organisation politique de l'Égypte antique. On peut se rappeler aussi que la méthode du carbone 14, du radiocarbone, a permis surtout de remonter les premiers sites du Zimbabwe, le grand empire de Mono Motapa, qu'on appelle aussi Mono Motapa, avec ses constructions cyclopéennes dès le 1er siècle de l'ère chrétienne. Nous pouvons aussi dire qu'après les antiquités africaines, le Moyen-Âge africain a vu surgir des États, des royaumes, des empires, comme le Ghana, le Mali, Sanraï, le Haoussa, l'empire de Moronaba, des Mossi, les royaumes baoulés, le royaume de Porto-Novo et d'Abomey, Luango, Congo, à Banza-Congo par exemple, le grand empire zoulou, qui aussi est une unification en quelque sorte, un État unifié, qui fait donc un grand empire. Donc l'Afrique, en tout cas, la tradition étatique n'est pas étrangère à l'histoire africaine. La problématique contemporaine de l'unité africaine, ayant abouti à la création de l'OUA, tire sa source principalement de l'idéal panafricain qui a été développé à l'extérieur du continent, parce qu'il faut s'en rappeler que entre la pénétration coloniale et l'installation de l'administration coloniale sur le continent africain, l'Afrique noire n'avait plus de terrain lui permettant d'exercer, en tout cas, l'activité politique comme telle. C'est à l'extérieur du continent, à partir de la conférence de 1900 organisée par Henry Sylvester Williams à Londres, que le panafricanisme formellement, je dis bien formellement, puisque bien avant ça, le panafricanisme a déjà une certaine existence sous différentes formes. Mais c'est en 1900, pour la première fois, donc de façon formelle, que la première conférence a eu lieu à Londres, organisée par Henry Sylvester Williams. Il va s'en suivre une série de congrès, 5 congrès en tout, jusqu'au dernier congrès historique de 1945, congrès au cours duquel Kwame Nkrumah et George Padmore ont été donc les secrétaires. Nkrumah reviendra en Afrique en 1947. C'est lui qui va donc impulser, à partir de l'indépendance du Ghana, une série de mouvements et d'activités, d'actions politiques pour que la notion du panafricanisme et les États-Unis d'Afrique intègrent la dimension des indépendances africaines. Donc, si Nkrumah a eu un rôle majeur dans la diffusion de l'idée du panafricanisme, de l'unité africaine en tout cas, il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres leaders, en particulier Julius Nyerere en Afrique australe ou Barthélemy Boganda en Afrique centrale, qui ont porté aussi haut cet idéal panafricain. Enfin, il faut aussi rappeler qu'institutionnellement, 5 ans avant la création de l'OUA, de véritables tentatives de regroupement avaient plus ou moins été tentées sur le continent. On peut le situer ça, par exemple, en 1958, en février 58, alors que les leaders de l'AOF et de l'AEF se rendaient à Paris pour réévaluer ce qu'on appelait la loi cadre, puisque la loi cadre avait développé un certain bicéphalisme dans le continent africain. Donc, en 58, des leaders africains, de la partie francophone en tout cas, se retrouvent à Paris pour discuter de la question de la loi cadre. Et à l'occasion de cette rencontre, l'initiative a germé de considérer qu'il fallait regrouper la plupart des organisations politiques sous le label du PRA, le Parti du Rassemblement africain. Il y a eu évidemment un échec, mais déjà, il y a eu des prémices à ce moment-là de tentatives de maintenir, après la décolonisation, les entités fédérales comme l'AOF et l'AEF. Alors, en 1959, en janvier 59 précisément, en Afrique de l'Ouest, donc en Afrique occidentale française, va donc être créée ce qu'on appelle la Fédération du Mali. La Fédération du Mali va regrouper donc le Mali, le Soudan français, disons, le Sénégal, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le Togo, le Bénin, etc. Alors, naturellement, ce regroupement d'États sera donc combattu farouchement par, entre autres, Houphouët-Boigny, qui va lui-même développer des dispositifs comme le Conseil de l'Entente, qui commence déjà à ce moment-là à germer, donc qui vont torpiller la Fédération du Mali. Évidemment, Barthélemy Boganda en Afrique centrale a échoué de faire son rassemblement
Il en est même mort en mars 1959. Donc, avant même la création de l'OUA, nous sommes dans ce qu'on appelle les prémices des clivages qui vont gêner justement l'unité africaine. En 1958, il y a d'une part 8 États indépendants en Afrique, c'est-à-dire que vous avez 4 en Afrique du Nord, vous avez donc le Maroc, l'Égypte, vous avez la Tunisie et la Libye. Et en Afrique noire, en 1958, vous avez à peine l'Éthiopie, le Libéria, le Soudan et le Ghana qui sont indépendants. Et il y a des mouvements de libération, une flopée de mouvements de libération un peu partout. Et donc, plus on s'approche des indépendances en 60, plus 2 blocs vont se former. Il y a ce qu'on appelle le bloc de Casablanca, donc le groupe de Casablanca, qui va donc contenir des leaders comme par exemple Kwame Nkrumah, bien sûr, Kenneth Kaunda, Joshua Nkomo, Julius Nyerere, et j'en passe et des meilleurs. On peut même citer dans ce groupe-là Frantz Fanon pour le compte de l'Algérie. L'Algérie n'est pas encore indépendante, mais c'est Frantz Fanon qui représente l'Algérie dans les relations internationales. Alors donc, dans ce groupe, il y a aussi le PRA, puisque entre-temps, le fameux PRA, le Parti du regroupement africain, avait été créé en juillet 1958 au Bénin, représenté par un certain, donc le Dahoméen, pardon, Apiti Migan. En face, il y a le bloc dit de Moronvia. Ce bloc est donc constitué par les figures comme Houphouët-Boigny, comme Toubman, comme Léomba, comme l'abbé Philbert Yulou, comme Kassavoubou, comme Aïdjo, etc., etc. Donc, nous avons le groupe de Casablanca, qui est considéré comme un groupe, entre guillemets, des maximalistes, les gens qui, eux, ils voulaient en tout cas les indépendances immédiates, ils voulaient maintenir l'AOF et l'AEF comme super-État pour pouvoir rediscuter facilement les frontières héritées de la colonisation. Et vous avez le groupe de Moronvia qui défendait la thèse selon laquelle il fallait respecter absolument les frontières issues de la colonisation. Alors, donc, avant même qu'on arrive à la création de l'OUA en 1963, il y a déjà des clivages qui naissent. Alors, ces clivages vont être, on va dire, un peu plus renforcés avec l'affaire Lumumba, puisque lorsque Lumumba est assassiné en 1961, l'OUA n'est pas encore créé, ça va à nouveau cristalliser en quelque sorte les divisions. Alors, donc, il faut, de notre point de vue, tordre le cou à un discours savamment inoculé qui consiste à dire que l'OUA, c'est l'échec du panafricanisme. Parce qu'en 1963, lorsqu'on arrive justement à Addis Abeba, les 2 groupes qui s'affrontent ont déjà plus ou moins développé leurs thèses qui sont donc en contradiction en quelque sorte avec l'idéal panafricaniste. Kwame Nkrumah se retrouvera pratiquement seul à la tribune de l'OUA pour défendre l'idée. Même le groupe de Casablanca, finalement, s'effrite. Kwame Nkrumah se retrouvera quasiment seul pour défendre l'idée de créer immédiatement l'État fédéral africain, de transférer à un État supranational tout ce qui est défense, tout ce qui est diplomatie, tout ce qui est question monétaire. Et donc, en 63 à Addis Abeba, c'est un compromis, mais un compromis qui en réalité est la victoire du groupe de Moronvia, qui plutôt défend l'idée d'une Afrique, en tout cas d'une organisation, qui va donc coopérer entre États, qui va respecter les frontières issues de la colonisation, etc., etc. Je vous cite rapidement un extrait donc, de la présentation de Kwame Nkrumah. Donc, je cite, « À moins que nous ne réalisions l'unité africaine maintenant, nous qui siégeons ici aujourd'hui serons les victimes et les martyrs du néocolonialisme. » Fin de citation. Donc, Nkrumah est quasiment le seul sur ce point à défendre, hein, je le répète assez, à défendre vraiment la question d'un État fédéral supranational et de transformer les États issus de la colonisation en quelque sorte en États fédérés. Donc, voilà ce que donne l'OUA à ce moment-là. On va rappeler quelques principes de la charte de l'OUA, de la création de l'OUA. Le premier principe, c'est que l'OUA, dans sa charte constitutive, défend ce qu'on appelle, premier point, de renforcer l'unité africaine et la solidarité des États africains, ce qui est un peu en contradiction avec la position qui a été prise de maintenir les États dans les frontières de la colonisation. De coordonner, deuxième point, la coopération pour offrir de meilleures conditions d'existence au peuple d'Afrique, de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale et l'indépendance des États, donc des États membres,
d'éliminer le colonialisme, de favoriser la coopération internationale conformément à l'esprit de la charte de l'ONU et la déclaration des droits de l'homme. Alors, en 64, une année après la création de l'OUA, au Caire, les mêmes États africains vont se rassembler pour créer, en tout cas pour adopter un principe qui va être dévastateur, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire que pas d'ingérence dans les territoires issus de la colonisation par les États membres de l'OUA. Donc, nous sommes bien là face à une organisation qui n'a plus rien à voir avec l'idéal panafricaniste, qui consiste surtout à développer une sorte de super-État, une sorte de puissance supranationale, mais qui ne renie pas les États fédérés en quelque sorte, puisque la charte de l'OUA va cantonner, en tout cas l'activité de l'OUA, au respect strict des frontières issues de la colonisation. Alors, il faut donc se rappeler que l'une des raisons des tenants de la thèse séparatiste était d'œuvrer dans ce sens-là, donc de séparer. 15 ans après la création de l'OUA, nous en arrivons à ce qu'on appelle la faillite quasiment de l'OUA. 15 ans après l'adoption de la charte de l'OUA, le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières qui a été adopté, qui, soi-disant, allait prévenir le continent des conflits liés, soi-disant, à la diversité des peuples africains, va voler en éclats. Je vais prendre quelques exemples pour les rappeler. Vous avez par exemple la guerre entre l'Éthiopie en 78, entre l'Éthiopie et la Somalie en 78. Cette guerre avait comme enjeu la province de l'Ogaden, guerre qui n'a pris fin que parce que la Somalie l'avait perdue. Donc, deux États membres de l'OUA qui s'affrontent par rapport aux frontières issues de la colonisation. Finalement, ce principe qui a été adopté au Caire n'a pas du tout prévenu cet affrontement. Deuxième exemple, le Sahara occidental. Le Sahara occidental que revendique le Maroc après le départ des Espagnols, considérant que c'est son territoire. Ce Sahara occidental va diviser profondément l'OUA. De 76 en 78, par exemple, l'OUA n'a pas su mettre sur la table de la conférence des chefs d'État à l'ordre du jour la question du Sahara occidental. Le Maroc est un poids lourd de l'organisation, finira par la quitter en 1983. Troisième exemple que nous pouvons aussi noter, en 78, en fin 78, le dictateur Idi Amin Dada se découvre un destin de pouvoir rectifier les frontières issues de la colonisation avec la Tanzanie. Là aussi, c'est l'armée tanzanienne qui mettra fin aux appétits d'Idi Amin Dada, alors que l'Union, en tout cas l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, n'a pu rien faire. On peut rappeler aussi l'annexion du Tchad par la Libye, ce qu'on appelle la bande d'Aouzou. La bande d'Aouzou, c'est le tribunal de la Haye qui a fini par trancher cette affaire, comme si l'OUA ne pouvait pas offrir, en tout cas, un tribunal africain permettant de résoudre ce genre de problème. La guerre du Biafra, comme dernier exemple, est aussi quelque chose d'éloquent. Du 6 juillet 1967 au 15 janvier 1970, la guerre éclate au Nigeria, avec l'autoproclamation du colonel Udemeku Emeka Ojukwu, qui se proclame le président de la République du Biafra, et certains membres de l'OUA vont reconnaître cet État. Alors, il n'est pas question de faire un jugement de valeur sur le Biafra, mais ça montre quand même que le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières qui a cimenté l'organisation de l'OUA, donc qui est la thèse des séparatistes, notamment des gens du groupe de Moronvia, n'a pas permis justement de cantonner tous ces conflits qui a été l'argument de base, en tout cas principal, pour éviter de créer l'État fédéral tout de suite en 1963. Donc, l'OUA n'a eu aucune autorité politique supranationale que préconisait Kwame Nkrumah pour lever une armée continentale afin de renforcer, par exemple, les mouvements de libération nationale. Parce que je rappelle qu'en 1963, il y a encore beaucoup d'États africains qui ne sont pas indépendants, qui se battent encore contre ce qu'on appelle les colonisations de peuplement. Je pense notamment à l'Angola, je pense à la Guinée, au Mozambique, y compris l'apartheid d'ailleurs en Afrique du Sud. Et donc, l'OUA n'a pas pu mettre en place une armée pour le faire. Ce sont des membres à part entière qui ont donc développé du soutien auprès des mouvements de libération nationale. Et certains membres de l'OUA coopéraient même avec les États qui poursuivaient la colonisation sur le continent. Je pense au Portugal, je pense à l'Afrique du Sud, etc., etc. Donc,
tout est clair pour montrer que l'OUA, avec des événements, en tout cas clés que je viens de rappeler dès la première décennie après sa création, montrer que l'OUA avait complètement échoué. On n'aurait pas dû attendre jusqu'en 2002 pour remettre en cause, en tout cas, l'intérêt de l'OUA sur le continent africain. Mais parmi les reproches que l'on peut faire aussi à l'OUA, en tout cas l'un des reproches les plus importants, c'est de considérer que cette organisation a fait croire aux Africains qu'elle pouvait en tout cas contenir des dictatures, puisqu'elle a laissé fleurir sur le continent des dictatures qui ont fait 20 ans, 30 ans, exposant ainsi les populations aux affres, non seulement de la répression, mais aussi des guerres inutiles. Les peuples africains ont été soumis à des régimes criminels durant des décennies, alors qu'un État fédéral, avec une défense commune, n'aurait pas permis à ce qu'un simple soldat dans un territoire puisse lever une armée, puis faire un coup d'État. Donc, 30 ans, 40 ans, on a vu des dictatures rester tellement longtemps sur le continent que les Africains ont oublié même qu'il y avait une organisation qui était normalement censée les protéger sur le continent. Enfin, au micronationalisme renforcé par l'OUA, dès 1963, sous les régimes politiques claniques, tribalistes, régionalistes, nous sommes aujourd'hui confrontés à des complexités socio-identitaires telles que les bastions ethniques, comme des géants, des fiefs de partis politiques sur le continent africain, parce que justement, nous n'avons pas pu, en tout cas, entraîner les populations africaines dans une sorte d'unité inclusive qui ne nie pas les différences ethniques sur le continent. En 1999, ayant constaté que l'OUA était devenue inopérante, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de Sirte, signée donc avec le colonel Muammar Kadhafi. Et en 2002, en Afrique du Sud, on a signé l'acte d'essai de l'OUA tout en créant à ce moment-là l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine a corrigé les défauts et les erreurs de l'OUA? Bien évidemment, non. On peut rappeler quelques événements graves, très importants. Par exemple, la Côte d'Ivoire en 2010, avec le bombardement d'un chef d'État en avril 2011, donc Laurent Gbagbo, l'UA était complètement absente. On a laissé la France et ses alliés internationaux carrément mettre à nu un régime africain, quoi qu'on pouvait lui reprocher un certain nombre de choses, mais la façon dont ça a été fait était complètement une façon de dire que vous n'avez pas de souveraineté. On a vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Mali par la suite. Donc l'UA aujourd'hui n'a pas du tout corrigé les défauts de l'OUA. L'une des conséquences qu'il faut tirer, c'est d'abord de rendre hommage à Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah a été assez visionnaire très tôt pour dire que ces États-là n'étaient pas viables dès 60. Face aux masses géopolitiques et géostratégiques qui dominaient déjà le monde, en plus la guerre froide qui était déjà bien installée, Kwame Nkrumah avait vu juste sans nier les spécificités, les particularismes de chaque État, de créer un super État, de transférer à ce super État des prérogatives comme la défense commune, la diplomatie, etc., etc., ce qui aurait permis d'enlever entre les mains de quelques dirigeants dictateurs sur le continent des moyens colossaux pour se maintenir au pouvoir 10, 15, 20, 30 ans. En tout cas, on peut rendre hommage à Kwame Nkrumah dans ce sens-là. Deuxième enseignement à tirer, mais Nkrumah a quand même fait quelques erreurs. Les erreurs de Kwame Nkrumah, c'est de croire que l'idée du panafricanisme pouvait être réalisée par n'importe quel chef d'État dès lors qu'il avait la signature de son État. Non, le panafricanisme est déjà en soi révolutionnaire, anti-impérialiste. Donc, lorsque vous optez pour cette option-là, ça veut dire que vous êtes libre par rapport à toutes les puissances internationales. Or, la plupart des chefs d'État africains s'étaient déjà alignés dès les années 60, soit sur l'Est, soit sur l'Ouest, et la cause africaine est passée en second lieu. Et Nkrumah a échoué dans ce sens. L'enseignement que nous en tirons, c'est qu'on ne peut pas faire les États-Unis d'Afrique sans les peuples africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les panafricanistes doivent rejoindre le champ politique pour pouvoir se reconnaître, être aux côtés des populations africaines dans le cadre de la souveraineté interne, qu'ils aient l'eau, l'électricité, que les retraités aient leur pension, que les étudiants aient leur bourse, que les fonctionnaires aient leur salaire, que la vie, en tout cas, l'état de droit règne. Sans cela, nous ne pourrons pas mobiliser les populations africaines pour aider à ce que la question des États-Unis d'Afrique soit populaire et puisse dépasser le stade des chefs d'État.
Donc, les panafricanistes doivent prendre le problème de façon inversée, contrairement à la démarche qui a présidé dans les années 60-63. Il faut faire l'inverse. Il faut partir de la base vers le sommet. C'est ce que nous, en tant que parti politique panafricaniste, nous en tirons comme leçon immédiate par rapport à ce qui s'est passé en 63. Parce qu'il faut bien comprendre que la souveraineté africaine a deux facettes. Il y a une facette interne, souveraineté interne, et la souveraineté internationale. La souveraineté interne ne peut être opérante que si nous la faisons vivre concrètement. Comment la faire vivre? Pour la faire vivre, il faut que nous puissions défendre les fondamentaux des peuples africains. Avoir l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, l'électricité. Avoir la santé. Avoir un système qui permet de respecter le citoyen. À ce moment-là, l'autre dimension de la souveraineté internationale sera donc appuyée par les populations. Or, les populations se sentent quelque part non concernées par la question du panafricanisme parce qu'ils ont l'impression que ce sont des objectifs lointains qui ne cadrent pas avec leurs besoins immédiats automatiquement. Alors que tout cela est lié. Nous considérons que le panafricanisme doit passer par ce biais-là pour être populaire sur le continent, dans tous les États africains, afin de mobiliser les populations sur cette thématique-là. Voilà ce que je pouvais donc dire sur cette première thématique, l'OUA ou l'illusion de la victoire du panafricanisme. Nous avons vu ensemble les conditions historiques de la création de l'OUA. Nous avons vu les événements clés qui ont amené à ce que les Africains n'ont pas compris très tôt que l'OUA était une impasse. Nous avons rappelé les conditions de la création de l'UA. Nous avons rappelé aussi que Kwame Nkrumah était justement visionnaire parce que Nkrumah avait vu juste en 1963 que l'impérialisme allait contenir son œuvre si les Africains n'avaient pas créé les conditions d'une sécurité collective sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, par exemple de la monnaie commune à l'époque Kwame Nkrumah. Et enfin, nous avons vu comment un parti politique panafricaniste peut tirer les enseignements de cette histoire de l'OUA pour que plus jamais nous ayons des organisations aussi vides que l'OUA et son suivant ou sa suivante qu'on appelle l'UA, qui au final n'est qu'une reprise mimétique de l'Union européenne. Ça aussi, il faut le noter. Donc voilà pour cette première thématique qui a été donc analysée par votre désormais émission Umoja ni Nguvu, l'Union fait la force, la solution panafricaniste, qui donc reviendra régulièrement pour vous faire des analyses, des points d'actualité, des points de discours sur l'idéal panafricaniste, une pédagogie du panafricanisme régulièrement que nous ferons pour vous. Je vous remercie d'avoir été donc, de nous avoir suivis, d'avoir été attentifs à cette thématique OUA ou illusion de la victoire du panafricanisme. À très prochainement. Kongo na biso ebonga boye ezala kongo moko kongo